Bonjour à tous, bienvenue dans la place de l'info. Toute la semaine, nous avons parlé santé. Aujourd'hui, pour terminer cette semaine, je reçois Sven Auclinx, je ne me trompe pas. Non. Vous êtes ostéopathe spécialisé dans les animaux. On va donc parler de tout ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci. En deuxième partie d'émission, nous serons avec Anne Andrié-Schmidt. Vous êtes allergologue. Bonjour. Absolument. Le printemps arrive, donc forcément les allergies arrivent. On va parler de tout ça. Olivia, vous êtes allergique, vous ? Oh oui. Ah, ça va vous intéresser, donc Oui. ce que madame va raconter. Alors, pour les titres du JT, on va commencer avec un premier titre politique. Oui, alors ce soir au JT, nous avons deux sujets politiques. Donc le premier, c'est Hervé Guémard qui renonce aux législatives par rapport au cumul des mandats. Donc ce sera Vincent Rolland qui se présentera à sa place, son suppléant. Et puis ensuite, c'est Jean-Christophe Lagarde, merci, donc président de l'UDI, qui soutient Christelle Favetta-Seyès. Et qui vient donc la soutenir. On sait que c'est un peu compliqué sur cette circonscription. Oui. Un deuxième titre qui concerne l'aquaphobie. Oui, cette peur d'entrer dans l'eau, de nager, d'être en contact avec l'eau. À Évian, il y a des professionnels qui justement aident à surmonter toutes ces peurs. Donc c'est Sébastien Germain qui nous fait découvrir tout ça. Eh bien, découvrir tout à l'heure dans le JT. Merci beaucoup, Olivia. Tout de suite, c'est la place de l'info. On va parler santé. On débute donc cette émission avec vous. Sven, vous êtes donc ostéopathe spécialisé dans les animaux. C'est pareil que chez les humains, ostéopathe pour les animaux ? Le principe ostéopathie, c'est la même chose avec l'humain et avec l'animal. C'est une formation en plus, donc 3 ans en plus que j'ai fait après mes études d'abord de kinésithérapeute, donc physiothérapie en Suisse, et après ostéopathie, et puis spécialisé en ostéopathie animale. Alors justement, on va juste préciser la différence entre un ostéopathe et un kinésithérapeute. Alors un kinésithérapeute, il va plutôt faire une rééducation, alors que l'ostéopathe va chercher les blocages dans le corps, là où ça bouge plus, et on va justement redonner du mouvement au tissu qui bouge plus bien. Alors votre spécialisation, elle est de plus en plus répandue. On a de plus en plus d'ostéopathes qui se spécialisent pour les animaux, par exemple. Oui, il y a de plus en plus de gens qui font l'ostéopathie animale. Malheureusement, ils n'ont pas tous le même chemin que moi. D'abord kiné, ostéo-humain et ostéo-animal. Ce qui fait qu'il y a certaines notions qui sont moins bien faits, ou les traitements sont faits autrement et moins en profondeur. Alors quand on dit ostéopathe pour animaux, ça touche quel type d'animaux ? C'est de tout ? On peut faire l'ostéopathie sur tous les animaux. En fait, on peut faire l'ostéopathie sur tout être qui vit, donc humain et animal. Par contre, dans ma formation, c'était surtout les chevaux, chiens, chats. Alors justement, les chevaux, on vient de voir une photo. Quel type de soins vous leur apportez ? Les gens qui font appel à un ostéopathe pour leur animal, leurs chevaux surtout, c'est parce que quand ils font du saut, qu'il ne s'arrondit plus sur le saut, qu'il ne s'engage pas, qu'il a moins de force derrière, que le cavalier sent que son cheval il est plus vraiment bien. Et là où ça peut être aussi des changements de morphologie, un côté qui se développe, l'autre pas, problème de digestion, etc. C'est surtout pour les chevaux qui font de la compétition. C'est dans une équipe, par exemple, de chevaux, il y a de la compétition. Il y a quasiment forcément un ostéopathe pour le bien-être du cheval qui fait de la compétition, par exemple. À haut niveau, oui, ça c'est sûr. Donc, toute équipe de saut, de dressage national, ils ont déjà leur ostéopathe. C'est compliqué de manipuler, plus compliqué j'imagine, un animal qu'un homme. Du coup, quelles précautions il faut prendre pour manipuler les animaux ? Alors pour les manipuler, je trouve plus facile. Oui, parce que c'est bizarre, parce que par exemple, on ne peut pas vraiment faire un anamnèse, donc on ne peut pas vraiment demander au cheval ou au chien, bon, t'as mal où ? Il ne va pas vraiment le dire, alors il faut vraiment le sentir. Il faut aller chercher là où sont les blocages. Après, effectivement, un chien, on peut dire couche-toi ou assieds-toi, un chat aussi. Par contre, un cheval, oui, il reste debout dans son box. Je traite normalement le cheval dans son box, et des fois, ça peut ça bouge être beaucoup. assez énergique, et oui, il faut faire attention aux coups de pied et morsures. Ouais.
Pour les plus petits animaux, les nouveaux animaux de compagnie aussi, ce qu'on appelle les NAC, là aussi vous pratiquez l'ostéopathie? Peut-être pas vous, mais ça se pratique. Ça peut se pratiquer, oui. Ouais. J'ai déjà moi-même manipulé des lapins ou des petits hamsters qui avaient des lésions ostéopathiques. Donc, c'est pas la même chose que pour un médecin, une lésion. C'est les gens qui viennent vous voir, on les dirige vers vous parce qu'on ne connaît pas forcément, on ne sait pas forcément qu'il existe des ostéopathes pour animaux. C'est le vétérinaire qui ramène vers un ostéopathe une fois qu'il a fait la consultation. Comment ça se passe? Comment les gens viennent Beaucoup de bouche à oreille que les gens viennent chez moi. Oui, j'ai entendu que vous traitez les animaux. Et après, ouais, les vétérinaires qui travaillent, qui envoient des gens pour leur animal. Alors j'ai vu également sur votre site internet, vous faites des stages de stretching équin. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors là, dans les stages de stretching, j'apprends aux cavaliers de faire un stretching de leur équidé. Et de faire un bon stretching pour eux aussi. Parce que très souvent, le cavalier va échauffer son cheval, va faire un warm-up pour son cheval, mais lui-même, il oublie. Aussi, après l'effort, il peut bien faire quelque chose pour son cheval, mais lui, il oublie aussi très souvent. C'est apprendre à connaître aussi mieux son animal? Tout à fait, ils ont une relation plus proche de leur propre animal, au lieu de juste le penser, mettre la selle dessus, monter et puis faire le cours ou aller sauter. C'est vraiment, ils sont plus proches de leur cheval. J'apprends à toucher, à connaître un peu mieux l'anatomie, parce que c'est pas du tout la même chose qu'un homme. Alors pour revenir à l'ostéopathie chez les hommes, il y a de plus en plus de gens qui vont chez l'ostéopathe, notamment pour les mal de dos. C'est de plus en plus, les gens viennent chez l'ostéopathe, vous avez de plus en plus de patients. Oui, tout à fait. C'est la notion ostéopathe. Il y a beaucoup de gens qui disent ok, je me suis fait craquer. Et l'ostéopathe va, moi étant ostéopathe, je vais d'abord travailler sur le crânien. Donc il y a un mouvement dans le corps, c'est le mouvement respiratoire primaire qui a été induit dans votre corps après la conception. En fait, il y a une sorte de plaquette et cette plaquette va devenir tube. Donc il faut une torsion. Cette torsion-là, c'est le mouvement respiratoire primaire. Donc rien à voir avec la respiration. Et c'est un mouvement de va-et-vient qui se trouve dans chaque cellule et c'est le mouvement qui permet à votre corps d'auto-guérir. D'accord ? Il n'y a aucun médecin, aucun ostéo, aucun kiné, aucun gourou qui guérit. C'est vraiment votre corps lui-même qui va se guérir. Donc nous, on va juste redonner du mouvement là où il n'y en a plus. L'autre côté, il y a le viscéral pour nous qui est très important. Pourquoi ? Aussi, pendant l'embryologie, qu'est-ce qui se passe? Un côté, il y a le cerveau qui se développe et l'autre côté, il y a les viscères. Hein, et autour des viscères, il y a la structure qui va se former. Donc, la structure se forme autour des viscères. Donc, ça veut dire, après, une fois qu'on est né, quand la structure bloque, très souvent, c'est parce que le corps a fait la place pour le viscère, pour donner plus de place, pour mieux pouvoir bouger. Donc pour moi, le crânien, le viscéral est très important, et après aussi le structurel. Donc oui, on fait craquer. Est-ce qu'on vient, par exemple, s'il faut venir régulièrement, au moins une fois par an chez l'ostéopathe, pour tout, même si on n'a pas forcément mal, est-ce que c'est bien de venir par exemple une fois par an, 2 fois par an? Ça se pratique de plus en plus de faire de l'ostéopathie en prévention. Donc qu'on va 1 fois ou 2 fois par année voir son ostéopathe. C'est mieux d'aller voir quelqu'un qu'on connaît déjà, parce qu'il va tout de suite voir, ok, les lésions étaient déjà là et là, et puis qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui. Parce que c'est des lésions récurrentes qui, même si elles sont un petit peu soignées par l'ostéopathie, reviennent, puisque c'est... Très souvent, oui. Chacun a son propre talon d'Achille. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir un petit peu expliqué votre métier. Merci d'être venu jusqu'à nous. On marque une courte page de pause, et juste après, on se retrouve pour parler allergie. Retour dans la place de l'info, on va donc parler allergie dans cette deuxième partie d'émission. Mais avant, un petit mot de météo avec vous Thierry, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, quel temps pour ce week-end de Pâques? Alors ce sera quand même moins beau que ces derniers jours, malheureusement. Alors globalement, ce ne sera pas un mauvais week-end, il ne sera pas mauvais avec de la pluie, du froid, pas du tout. Pour aller chercher les œufs. Voilà, pas de souci. Donc on aura juste cette petite perturbation qui va nous embêter samedi, donc qui va
pour le début du week-end, donc on va se dire ah zut, le week-end il est foutu, mais ça va s'arranger derrière, je vous rassure. Par contre, cette perturbation va ramener de l'air un peu moins chaud, même si ça reste quand même doux, 15 à 17 degrés en région de plaine, et puis quelques petites averses très localisées pour l'après-midi, c'est surtout les nuages qui seront présents pour ce samedi. Et puis dimanche, ça ira mieux avec des éclaircies plus larges, et lundi, la journée devrait être bien ensoleillée, mais il faudra bien en profiter. Et pour la semaine, ça s'annonce Ça s'annonce reste... beaucoup plus frais, beaucoup plus frais. Bon, très bien. Bon, alors faut garder les pluies. Il faut les garder à portée de main. Oui. Thierry, vous avez des allergies ou pas? Alors, depuis quelques années, alors avant, j'en avais pas du tout. Maintenant, peut-être avec l'âge, je sais pas, madame va nous le dire. Mais c'est vrai que je commence, quand il y a un peu de pollen, comme ça, à avoir le nez qui pique ou la gorge qui racle, mais ça va pas plus loin pour l'instant. Alors, je sais pas si ça va évoluer dans l'avenir. Mais... Eh ben, on va poser la question à Anne-Andrié-Schmitt. Bonjour, vous Bonjour. êtes allergologue. Alors, est-ce que, première question, on est allergique ou est-ce qu'on peut aussi devenir allergique? Alors, ce qu'on sait de l'allergie, c'est qu'à la naissance est inscrit dans nos gènes peut devenir allergique ou ne deviendra jamais allergique. Donc on est génétiquement prédisposé ou pas, et il faut qu'à un moment donné, dans notre cursus de vie, il y ait une gâchette qui soit l'élément déclenchant. Et cette gâchette, elle peut arriver à 5 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'âge pour devenir allergique. Mais il y a quand même une prédisposition à la base. D'accord. Alors on le voit avec la météo, le printemps est arrivé, avec lui le rhume des foins. Qu'est-ce que c'est que ce rhume des foins? Alors le rhume des foins, ce qu'on appelle traditionnellement le rhume des foins, c'est l'allergie au pollen de graminées, donc le foin, les herbes qui poussent dans les champs. En fait, il y a 3 saisons de pollen. Il y a d'abord les arbres. Là, on est en plein dans les arbres pour l'instant. Les premiers pollens qui arrivent, ce sont les pollens de bouleau, dans notre région beaucoup, le frêne, le noisetier. Et donc, c'est plutôt une saison mars-avril. Après arrivent les graminées, et après arrivent d'autres plantes, l'armoise, l'ambroisie, dont on entend parler aussi de plus en plus. Le rhume des foins, c'est un ensemble de manifestations qui vont entraîner des éternuements, le nez qui coule, les yeux qui grattent, éventuellement de la toux, de la gêne respiratoire, parfois des éruptions cutanées. C'est du coup en ce moment vous avez beaucoup plus de patients, c'est une période qui est j'imagine propice à ce qu'on vienne taper chez vous. Alors tout le monde pense ça. Paradoxalement, c'est pas forcément la période où on a le plus de travail, parce que finalement là où on a beaucoup de travail, c'est pour essayer de mettre en évidence quel est l'allergène, et c'est plutôt à l'automne qu'on fait tous les bilans. Donc oui, on a quand même des urgences, mais ce travail est partagé entre le médecin allergologue, le médecin généraliste, qui est tout à fait apte à soigner des allergies. Alors justement, comment on détecte les allergies? Il y a des tests qui peuvent être faits? Absolument, voilà, c'est ce qui est montré sur l'écran, c'est ce qu'on appelle des prick tests. En fait, quand on est allergique, on a fabriqué des anticorps contre l'allergène, et ces anticorps, on en a partout dans l'organisme. Donc le principe des tests, c'est qu'on va poser sur la peau du patient des petites gouttes de concentré d'allergène, et avec une petite pointe piquante, on appuie sur la goutte, donc on fait pénétrer une petite quantité de l'allergène sous la peau, et si l'anticorps qui lui correspond est en dessous, eh bien, ça va déclencher une réaction comme une piqûre de moustique, un bouton qui gratte, qui gonfle à l'endroit du test positif. Et une fois qu'on a déclenché ça, que le test est positif, il y a des choses pour soigner, des médicaments? Absolument. C'est-à-dire qu'on a des médicaments généraux qui vont calmer les symptômes. C'est ce qu'on appelle les antihistaminiques. Donc, on a une crise d'allergie, on va prendre un antihistaminique, ça va calmer le symptôme, mais quel que soit l'allergène. On a des traitements après beaucoup plus spécifiques qui sont la désensibilisation, qui sont des traitements qui consistent à prendre des doses de l'allergène de manière à fabriquer des anticorps protecteurs. On agit sur le système immunitaire et on agit en amont, en fait. Il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques. Vous avez vu une évolution? Oui, alors ça, c'est absolument vrai. Il y a une augmentation vraiment des pathologies allergiques. Et il y a plein de théories qui ont été évoquées pour ça. Et la théorie qui est la plus actuelle, on va dire, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. C'est-à-dire qu'on pense que finalement, aujourd'hui, on vivrait dans des milieux trop stérilisés, on est survacciné, et qu'on aurait une déviance de notre immunité. Au lieu de fabriquer des anticorps contre les endotoxines bactériennes, on irait plutôt fabriquer des anticorps de l'allergie. La pollution aussi, ça peut jouer. On est dans par exemple, la vallée de l'Arve, on sait qu'on est une vallée très polluée, ça peut jouer aussi. C'est un facteur favorisant qui nous fragilise et qui peut rendre en plus... il y avait une étude qui avait été faite au Japon, avec le cèdre du Japon, et on avait remarqué qu'autour des grandes villes, les pollens étaient finalement plus allergisants. Il y avait plus d'épitopes allergisants à leur surface. Alors, il y a aussi, alors on parle des allergies au pollen, etc., mais il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont allergiques à la nourriture, par exemple. On pense notamment
ce qu'il y a dans le pain, j'ai oublié dont j'ai Le oublié le nom. gluten. Le gluten, voilà. Oui. Alors, est-ce que c'est une vraie allergie ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il existe des vraies allergies au gluten, mais elles sont rares. Il y a beaucoup plus d'intolérance au gluten. Alors, c'est un peu un phénomène qui est très à la mode actuellement. Ceci dit, je pense que dans le domaine de l'intolérance alimentaire, on connaît la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à découvrir et voilà, aujourd'hui... Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être allergiques et qui ne le savent pas forcément, parce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a forcément des symptômes ou pas forcément Oui. Comment ça peut se manifester? Alors, ça se manifeste forcément? À partir du moment où on est allergique, on a des symptômes, moi je dirais plutôt l'inverse de ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent allergiques et qui ne le sont pas. C'est-à-dire que toutes les rhinites ne sont pas forcément allergiques. Voilà, peut-être que votre rhinite est une allergie, une vraie allergie, peut-être que c'est aussi juste une muqueuse un petit peu fragile qui fait que quand tous ces pollens viennent bombarder la muqueuse, ça déclenche de la rhinite. Et finalement, dans mon travail, je pense qu'une partie de mon travail sert à dire, mais en fait non, c'est pas une allergie ce que vous avez. Du coup, comment on peut savoir si on n'est pas allergique? On est obligé de venir vous voir ou comment on peut s'en rendre compte? C'est les tests, c'est-à-dire que c'est la mise en évidence de l'allergène qui fait dire oui, c'est une vraie allergie. Alors après, il arrive malgré tout qu'il y ait des patients pour lesquels j'ai la certitude absolue qu'ils sont allergiques parce que c'est toutes les années à la même période et je les ai testés de tous les côtés et j'ai rien trouvé. On n'a non plus pas tous les pollens à notre disposition en test, mais on a quand même ce qui concerne la plupart des gens, oui. L'allergie la plus courante, on a parlé du rhume des foins, c'est celle-ci? Oui, les acariens et les pollens de graminées, oui, oui. Les acariens, c'est les petites bêtes qu'on trouve dans C'est la poussière, l'allergie de la poussière, oui. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça se soigne, c'est au quotidien, c'est des traitements quotidiens Oui, alors le premier traitement de l'allergie, c'est quand même éviter le contact avec l'allergène. Donc c'est parfois le seul traitement. Dans les allergies alimentaires, par exemple, il n'y a pas de désensibilisation. On sait juste dire, vous êtes allergique à ça, il ne faut plus avoir de contact. Le pollen, c'est difficile de s'en protéger. Après, les acariens, parfois, simplement, moi, parfois, quand un patient me dit j'ai un oreiller en plume et que je découvre une allergie aux acariens, je me dis le traitement va être facile parce qu'il suffit d'enlever des fois, voilà, et ça suffit et ça va mieux. Alors, j'ai une question un petit peu personnelle. Je connais quelqu'un, par exemple, qui est allergique aux chats, mais pas à tous les chats. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il est pas, c'est parce que c'est pas forcément le chat et c'est allergique à autre chose? Non, alors l'allergène majeur du chat est commun quand même à tous les chats. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des différences. Il y a par exemple des facteurs hormonaux qui sont importants pour le transport de l'allergène. Donc un chat stérilisé, un chat non stérilisé n'est pas autant allergisant. Et puis il y a des gens allergiques aux chats qui ont leur propre chat qui tolèrent. C'est ça. Et qui ne vont pas tolérer le chat du voisin. Il y a une part, de toute façon, psychosomatique, mais dans l'allergie comme dans toutes les pathologies, pour moi. Merci beaucoup d'être venu avec nous parler de ces allergies. Merci Thierry. Merci. On se retrouve mardi, lundi, pas de place de l'info. En attendant, passez un très bon week-end de Pâques et suivez-nous sur 8 Mont Blanc et 8montblanc.fr. À très vite.